C'est un rendez-vous toujours très attendu par les fans des littératures de l'imaginaire. Ce jeudi matin, le coup d'envoi du Festival des Imaginales était officiellement donné au Parc du Cours d'Épinal, une première journée qui accueillait un grand nombre de scolaires venus notamment récompenser les livres de leur choix. Le prix Imaginal des lycéens fêtait d'ailleurs ses 20 ans cette année. Né à l'initiative d'une professeure de français, il semble avoir depuis trouvé son public auprès des élèves. Je pense que c'est un peu d'oxygène quand même dans les programmes scolaires. C'est aussi pour ça que je l'avais créé, moi, pour faire entrer une autre littérature au lycée par rapport aux classiques obligatoires. Il s'est développé depuis 20 ans toute une littérature pour jeunes adultes qui est absolument incroyable, qu'on n'avait pas au départ. Une 23e édition dont le thème ne laisse pas indifférent, intitulée Memento Mori, en référence à la mort. Ça permet de se faire un petit peu peur et aussi d'affronter ses peurs. C'est quand même un petit peu l'idée, parce que le Memento Mori, en fait, c'est souviens-toi que tu meurs. Donc c'est pas souviens-toi que tu vas mourir, c'est pas souviens-toi que tu vas avoir un accident. C'est souviens-toi que tu es déjà dans le processus de mort. Ça veut dire jouis de chaque instant sans forcément brûler la chandelle par les deux bouts. Et là, quand on voit les auteurs, quand on voit les autrices, on a envie d'être totalement, je dirais presque en pleine conscience, entre guillemets, pour entendre ce qu'ils ont à dire, quoi. Et le programme promet d'être riche avec de nombreuses rencontres ou tables rondes durant 4 jours et la présence notamment de 180 auteurs sous la bulle du livre. Parmi eux, le Britannique John Gwynne, l'un des auteurs anglo-saxons les plus convoités du moment. Lui, qui écrit depuis de nombreuses années, a vu la littérature fantastique se développer et faire de plus en plus d'adeptes. Quand Le Seigneur des Anneaux est sorti au cinéma ou encore la série Game of Thrones à la télé, je pense que ça a contribué à rendre la fantasy plus accessible aux réalités. C'est vrai qu'on voit beaucoup plus de gens qui lisent de la littérature fantastique aujourd'hui qu'autrefois, et je pense que c'est en grande partie grâce à ça. Des figures imaginaires qui ne se cantonneront pas à la littérature puisque cette année à nouveau, les Imaginales seront couplées à la fête des images. Je trouvais que la fête des images est un travail artistique remarquable, mais qu'il manquait de notoriété, qu'elle manquait d'attractivité. On ne traverse pas la France pour venir passer une soirée à Épinal. Et donc l'idée m'est venue de pouvoir l'intégrer aux Imaginales, tout simplement parce que les meilleurs ambassadeurs de la fête des images seront les festivaliers de l'imaginaire. Et ça donne un plus aussi, bien sûr, au festival des Imaginales. 30 à 40 000 personnes sont en effet attendues à Épinal d'ici dimanche, parmi lesquelles des festivaliers dès le plus jeune âge, avec un espace jeunesse animé pour la première fois par l'équipe du Zinc Grenadine. Retour sur le Festival des Imaginales ce samedi dans votre émission L'Hebdo. Dans la nuit du 14 novembre dernier, 2 bâtiments historiques de la coopérative Chassenet d'Ars étaient engloutis par les flammes. Heureusement, aucune perte humaine n'a été à déplorer, mais le bilan matériel du sinistre pèse lourd. 1200 mètres de local détruits dont plusieurs lignes d'habillage, une zone de stockage et la boutique, paralysant une partie de la production. 6 mois après l'incendie, les dégâts sont encore bien visibles. La production a été impactée immédiatement puisqu'on ne pouvait plus habiller un certain nombre de séries sur la petite ligne, mais la présence de fumée, d'odeur nous a quasiment empêché pendant 1 mois de fonctionner normalement en termes de production. Il a fallu rétablir l'électricité, l'eau, l'air comprimé, et malgré tout continuer à satisfaire un certain nombre de commandes puisque nous étions en fin d'année, qui est une période importante pour le champagne et pour notre activité. Chaque année, 315 hectares de vignes sont collectés par la coopérative autour de la vallée d'Ars. Pour suivre ses engagements de commande, la maison de champagne a dû s'adapter et décaler certaines livraisons. La boutique et l'accueil du public ont été délocalisés. Pour le reste, l'entreprise a pu compter sur la solidarité des vignerons locaux. Nous sommes dans des périodes où nous mettons en marché moins de bouteilles qu'à l'ordinaire, puisque nous avons eu 2 très petites récoltes en 2020-2021. En termes d'activité, l'année dernière, nous avons commercialisé 1 200 000 bouteilles, donc à peu près 6% de plus que l'année dernière sous nos marques, avec une croissance en valeur de 16%. Donc c'est malgré tout une très belle année commerciale. Je tiens à remercier encore l'ensemble de nos collègues. On a réussi à externaliser un certain nombre de choses. On a eu beaucoup de propositions d'entraide, donc ça nous a réellement permis d'avancer. Si dans un premier temps une perte sèche était pressentie, Chassenet d'Ars clôt l'année 2023 sur un bilan positif. Reste maintenant à préparer l'avenir et reconstruire. 1200 mètres carrés doivent être complètement réaménagés. Vous avez déjà tout un processus avec les assurances d'experts.
pour déterminer en fait un certain nombre de choses, dont les causes de l'incendie. Mais nous avons aussi après tout un volet de démolition qui a été opéré et de protection des bâtiments, puisque nous souhaitons absolument préserver, si vous voulez, l'intégrité du premier bâtiment et surtout ce caractère historique à travers ces murs de pierre. Donc pour le moment, on a fait des opérations de démolition et de sauvegarde et nous travaillons en fait sur la reconstruction, tout le volet administratif, choix des entreprises et esthétique des nouveaux bâtiments. La maison Chassenet d'Ars espère inaugurer ses nouveaux locaux dans le courant de l'année 2026, une certaine forme de renaissance pour les 70 ans de la coopérative. Un véritable lieu de vie. D'ici la fin d'année 2025, la grande mosquée de Metz devrait voir le jour. Ce bloc qui est un peu à part, c'est le pôle service, où il y aura un commerce, deux commerces, un restaurant, un fitness, une salle de conférence et un hammam. L'édifice aura un style architectural basé sur l'âge d'or des musulmans en Andalousie, une période qui aura duré un peu plus de 7 siècles, entre l'an 711 et 1492. Une architecture traditionnelle, mais aussi moderne. Tout ce qui est minaret, serrurerie, elle fait un rappel à l'industrie de la métallurgie en Lorraine. Tout sera fait en charpente métallique, comme vous le voyez. Ce sera des œuvres architecturales métalliques pour rappeler l'apport qu'a eu la communauté musulmane à l'industrie métallurgique dans la Lorraine. Donc, ici, nous sommes sur la grande salle de prière. Plus de 3000 musulmans pourront prier dans cette salle, tout comme le patio pouvant accueillir 1500 personnes. La grande mosquée, un lieu de culte, se voulant être aussi un espace culturel. On peut à la fois prier, mais en même temps aller lire dans une bibliothèque, rencontrer d'autres personnes, manger ensemble, laisser nos enfants pour apprendre dans un cadre qui est agréable. Un projet de longue date imaginé sous le mandat de Jean-Marie Roche et poursuivi par ses successeurs. 5500 mètres carrés de terrain mis à disposition gracieusement par la ville. Nous le souhaitions plutôt à l'est de Metz, où on a les quartiers de Borny, les quartiers de Bellecroix, de Lagrange-au-Bois, et alors même qu'il existe déjà une mosquée importante à Voipy qui peut répondre à une partie de Metz-Nord, mais qui ne répond pas aux besoins de toute agglomération. Donc la localisation à l'est de Metz paraissait évidente. Le coût des travaux est estimé à 15 millions d'euros. Une somme financée exclusivement de dons, récupérés lors de kermesses par exemple. L'une des demeures les plus photographiées de Troyes, la Maison du Dauphin, est mise en vente depuis 1 mois et demi. Si aujourd'hui elle est devenue l'un des joyaux de la ville, les propriétaires, la famille Petitjean, l'ont sauvée à plusieurs reprises, allant jusqu'au procès face au maire Henri Terret. Il avait décrété que le quartier était insalubre et que toutes les maisons à pans de bois devaient être détruites. Cette maison, autrefois insalubre, arbore les armoiries du dauphin de François Ier. Les propriétaires actuels héritent de cette ruine en 1981 et ils se lancent dans sa restauration jusqu'en 1997. La conservation des pavés, des ouvertures et la restitution des vitraux ont été exigées suite à son inscription au monument historique. On a découvert le challenge et on a eu vraiment des angoisses pas possibles parce que les sommes qui étaient à investir étaient colossales pour nous. On était immensément fiers. Tous les gens autour qui passaient, qui disaient « Oh mon Dieu, jamais on n'aurait soupçonné que cette maison-là, si laide, parce qu'elle était quand même grise, triste, était devenue un soleil. » Dans ce joyau de 300 mètres carrés, les propriétaires ont aménagé 8 appartements locatifs de type T1 ou T2. En relevant ce défi, ils ont pris goût à la sauvegarde du patrimoine. Malgré l'émotion, la famille a décidé de s'en séparer. Nous avons un autre projet de restauration, le deuxième bébé, qu'il faut vraiment terminer. On a réfléchi, mon mari, mon fils et moi, on s'est dit, allez, on saute le pas, on vend.
Donc on a porté haut pendant 40 ans. 43 ans après l'héritage de ce bien, une agence immobilière troyenne s'occupe de la transmission de cette maison de cartes postales. Et les investisseurs qui s'y intéressent en général sont respectueux aussi des procédures de restauration et vont en prendre compte dans la mise en place de leur investissement et de leur revente. Alors ce sera divisible à la revente. À l'achat, vous achetez la maison du Dauphin en entier, mais effectivement on a déjà une division actuelle en 8 appartements et ça pourra être recédé en 8 appartements à la revente. Malgré son apparence, ce bien atypique du XVe siècle a donc échappé au grand incendie de Troyes de 1524, ainsi qu'au plan d'assainissement et de démolition des années 70. De nos jours, on pourrait appeler ça une querelle de voisinage, ou presque. Enfin, sans les arcs, les flèches et les épées que ces Lorrains avaient en main ce week-end de la Pentecôte, bien décidés à passer par les armes l'ennemi bourguignon voleur de moutons. Ça, c'était pour le scénario du grand spectacle donné dans l'enceinte de la forteresse de Châtel-sur-Moselle lors des 19e médiévales. Une scène d'époque qui est issue de faits réels. À cette époque, on défendait chaque parcelle de son territoire et les moutons étaient également un butin. Ça permettait de se restaurer, de manger. Mais bon, vous imaginez bien que les querelles s'en allaient au-delà des moutons. Bien sûr, il y avait une vraie confrontation entre les Lorrains et les Bourguignons. Et nous sommes dans une citadelle qui se prête parfaitement à cette histoire. On se serait cru dans les coulisses d'un bon vieux film de chevalerie, mais entre cinéma et réalité, il y a parfois quelques différences notables, comme par exemple le poids d'une épée. Je suis surpris. Je pensais que ça pouvait peser une vingtaine de kilos. En fait, non. Il m'a dit 2 kilos à peu près. Donc c'est plutôt léger, je dirais, par rapport à ce qu'on voit aussi dans les films. Entre chevaliers, on ne se tue pas forcément. Alors évidemment, à la guerre, on ne choisit pas toujours, hein. Le mauvais coup peut toujours arriver, mais les chevaliers vont essayer de se capturer l'un l'autre, dans le but bien clair et net de pouvoir demander une rançon, pour pouvoir, 1, accroître son prestige, et 2, sa fortune personnelle. Dans les allées, une petite trentaine d'artisans vendaient ou faisaient démonstration de leurs talents manuels, forgerons, maroquiniers, ou encore couturière. La fête était donc au rendez-vous, les habitués aussi. On vient pratiquement chaque année. Qu'est-ce qui vous attire ici? L'épopée des chevaliers, les spectacles et tout ça. Donc on vient souvent avec les enfants, les petits-enfants. Il y a des animations de toutes sortes. C'est sympa. Le site est super. Première année pour nous. Découverte, mais on en a entendu parler effectivement et puis on connaît la forteresse de l'école, de tout ça. Les enfants l'ont visité quand ils étaient plus petits, donc effectivement on passe une très très belle journée. Nouveauté, sur la place de l'église était installée une tour de siège que les enfants pouvaient prendre d'assaut. Les troubadours étaient de sortie également pour agrémenter ces médiévales et remercier un soleil plus généreux ce lundi que la veille. Les organisateurs ont dénombré un peu plus de 4000 visiteurs en 2 jours, un peu moins que l'édition précédente en 2022, où la fête avait enregistré 5000 entrées, dû certainement à la levée des restrictions sanitaires mises en place durant le Covid. Et puis, dans cette forteresse, d'importants travaux ont récemment été annoncés par la communauté d'agglomération d'Épinal, mais ne brûlons pas les étapes. Écoutez, ça va être une très bonne chose puisque le bâtiment de l'ex-résidence va être démoli et donc ça fera une très belle aire de jeu pour les fêtes médiévales. Et puis par ailleurs, il y a des travaux très importants dans les galeries qui permettront de les mettre hors d'eau et de mettre l'électricité. Rendez-vous sous le soleil, on l'espère, pour la 20e à la Pentecôte 2026.